Que se passe-t-il avec les lignes 65 et 94 du budget de l'État au Cameroun? Depuis quelques jours, plusieurs agents de l'État sont attendus au ministère en charge du contrôle supérieur de l'État à Yaoundé pour un audit de frais engagés sur les dépenses communes de fonctionnement appelées ligne 65 et sur les interventions en investissement appelées ici ligne 94 sur une période allant de 2010 à 2021. Pourquoi cet intérêt maintenant? Audit politique ou audit de gestion? On en parle dans le débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour le débrief de l'actualité. Nous sommes en direct sur nos pages Facebook, YouTube, TikTok, si vous voulez suivre le programme en direct. Pour la thématique de ce jour, le panel est au complet, comme vous l'avez d'ailleurs aperçu sur les affiches qui circulent depuis hier. Alphonse Bernard Amougou Mbarga, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Douala. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs du calendrier international. C'est un plaisir de vous avoir. Comment va l'université de Douala? L'université se porte bien pour le moment. L'école a repris, les étudiants sont là et puis les nouveaux continuent à s'inscrire. On espère que l'année va se poursuivre normalement. Je ne vais pas évoquer avec vous des mauvais souvenirs qu'on a eus ces jours-ci à l'université de Douala. On en reparlera dans d'autres occasions, bien sûr. Pierre-Damien Makonoum, conseiller municipal à la commune de Matom du PCRN. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Pierre-Damien Makonoum. Makonoum, voilà. Merci pour la précision. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos techniciens derrière les vitrines. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et un bonsoir spécial aux camarades du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui sont à pied d'œuvre pour les préparatifs du congrès de Ngaoundéré qui se tiendra en décembre prochain du 16 au 18. Je vais vous envoyer la facture. D'accord. Dimitri Mbala, doctorant en gestion des chaînes logistiques, il nous vient du RDPC. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux Camerounais, bonsoir à la famille politique du RDPC, notre grand parti. C'est un plaisir de vous avoir. C'est une première. C'est une première sur le plateau du débrief. Merci pour l'invitation. Et lui, c'est un habitué du plateau du débrief de l'actualité. C'est un bonbon, comme on appelle généralement au Cameroun. Dieudonné Yebga, homme politique, président de l'association citoyenne des consommateurs eau, énergie et TSRA. Bonsoir, bienvenue. Et bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir aussi à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Comment va Bombok ce soir? Aujourd'hui, il y a un débat autour du mysticisme dans le football. Vous, on attend encore la sortie des chefs traditionnels sur la question. Oui, en réalité, un Africain qui ne croit pas à ses aïeux, il est nul. Parce qu'il y a un journaliste qui m'avait posé cette question un jour. Il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas comme les chrétiens qui croient aux saints? Vous parlez tous de vos ancêtres. Et à moi de lui demander qu'il me montre un seul saint qui est vivant. Donc, quand c'est le noir qui fait ses mouvements, mais quand j'ai vu le bouc et lors des obsèques de la reine Elisabeth, je me suis dit, donc le bouc, c'est pas seulement chez le Bombok. Merci pour cette précision-là. Nous sommes des Africains et on a nos cultures qu'il faudrait certainement respecter. Alors, je reste avec vous, avec cette actualité, la thématique du jour. Depuis quelques semaines déjà, on a parlé de cette mission d'audit du contrôle supérieur de l'État où le ministre des Finances, dans une correspondance du 30 septembre dernier, invitait près de 1790 agents de son département ministériel à justifier les frais de mission perçus au cours de la période 2010 à 2021, des frais engagés sur la ligne 65. Avec vous, comment comprendre cette correspondance-là du ministre des Finances? Alors, quand j'ai reçu votre invitation, je me suis dit, l'objectif de ce soir, ce ne serait pas de comprendre pourquoi
parce qu'on en a tellement parlé, les journaux ont écrit, les médias en ont parlé, mais c'était de comprendre beaucoup plus, parce que quand vous l'avez introduit tout à l'heure, j'ai exactement compris que je n'avais pas eu tort, parce que vous avez posé la question, est-ce que c'est un problème politique, est-ce que c'est un problème... Et on reviendra sur ce volet tout à l'heure, voilà. le temps de planter le décor. Je me suis donc dit que j'ai pas mal analysé, parce que quand on regarde cette correspondance du ministre qui... aujourd'hui, c'est après 12 ans, parce que de 2010 à 2021, ça fait 12 ans d'audit. Pourquoi on a attendu si longtemps? Et quand on regarde ce qui se passe, une année à 365 jours. Et un jour de mission par année devrait au maximum, on devait avoir au maximum 365 jours de mission. Mais quand on trouve des gens avec 400 jours de mission, avec 600 jours de mission, on se dit, est-ce que c'est vraiment des missions réelles? Ce n'est pas des missions fictives, ou bien on s'interroge. Alors, dans ce cas-là, nous pensons que, comme c'est le chef de l'État qui a donné de hautes instructions qu'on audite, et comme on a donné des hautes instructions et qu'on audite le Covid, comme on a donné les hautes instructions qu'on audite sur la canne, nous osons croire que ce sera dans le même panier, qu'il n'y aura pas grand changement, mais nous devons quand même en parler parce que ça relève d'un problème systémique. D'accord. Avant de revenir dans le fond sur ce que vous avez évoqué sur l'audit politique ou audit pour mieux comprendre ce qui se passe, alors Alphonse, est-ce qu'on peut permettre aux téléspectateurs de savoir ce que c'est que les lignes 65 et 94? Vous l'avez bien expliqué dans votre propos introductif. Il y a les lignes 65 qui sont liées à la gestion, fonctionnement, et la ligne 94 qui est les investissements. En fait, il s'agit de lignes communes, il faut le dire comme ça, ce qu'on appelle les dépenses communes. Et lorsqu'on dit dépenses communes, on a ici un conseil municipal. Parfois, l'État ne peut pas tout prévoir. On crée donc des lignes pour se dire, au cas où quelque chose surviendrait, il faut qu'on ait une réserve budgétaire conséquente. Donc c'est pour ça que ces lignes sont créées. Dans tous les budgets, ça existe. Sauf que le problème qui se pose, c'est l'usage. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ligne de souveraineté? Parce qu'on a l'impression que depuis qu'on avance cette notion-là, ça fait un peu peur. Non, souveraineté parce que certaines dépenses de l'État sont liées à des secrets de sécurité. C'est-à-dire que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas tout dire. Mais ceux qui sont en charge de la gestion des lignes savent comment elles fonctionnent. C'est-à-dire, on ne peut pas tout dire. C'est-à-dire, on vous dira, si par exemple, le Cameroun doit assurer sa sécurité, il faut payer des agents de renseignement, il faut payer des armes, il faut assurer telle ou telle mission. Il faut bien... secrète. Oui, il faut bien trouver, pas forcément secrètes. Il y en a qui sont secrètes, d'autres ne le sont pas, mais qui sont des missions de souveraineté. Par exemple, s'il faut envoyer des soldats contre les Ambazoniens, contre Boko Haram, s'il faut payer des armes, ce n'est pas forcément des missions secrètes. Mais les dépenses liées à ce genre de mission ne vont pas faire l'objet de publicité ou de publicisation. À partir de ce moment-là, il faut bien trouver de l'argent quelque part en dehors de ce qui est prévu dans le budget du ministère de la Défense. Parce qu'on n'a pas tout prévu. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? Si vous prenez le budget de l'État, le document de loi de finances, c'est environ 72 pages. Et à côté du document de loi de finances, chaque fois en début d'année budgétaire, le ministre des Finances prend une circulaire relative à l'exécution du budget. Cette circulaire parfois va jusqu'à 100 pages. Mais si vous prenez ces deux documents, qu'est-ce qui intéresse souvent les gens? C'est de savoir que tel ministère a eu tel montant, tel autre a eu ceci. Voilà ce qui intéresse les Camerounais. Mais les gens ne vont pas au fond pour lire tout le dispositif de la loi de finances. Et à un moment donc, le grand public peut être surpris d'entendre il y a une ligne qu'on appelle ligne 65, il y a une ligne qu'on appelle ligne 94. Non. L'État a conçu son fonctionnement à telle enseigne qu'il soit capable de faire face à certaines réalités. Sauf que, et c'est là où survient le problème que nous examinons sur ce plateau, c'est que ceux qui gèrent les lignes, voici l'année budgétaire, par exemple, qui tire à sa fin. Les lignes budgétaires, parfois, qu'on n'a pas commencé à utiliser.
Je parle sur le contrôle d'un conseil municipal qui manipule un budget. D'accord. Et les lignes qu'on n'a pas commencé à utiliser. Ceux qui gèrent dans les lignes savent que dans telle ligne, elle a été engagée pour tel ou tel montant. Et comme la Banque mondiale viendra peut-être nous poser le problème sur la consommation des crédits, on trouve donc des subterfuges pour justifier la consommation des crédits. D'accord. Donc parfois les gens vont se mettre en mission rapidement parce que d'ici quelques jours, nous sommes aujourd'hui le 11 octobre, si je ne me trompe pas. Oui. Le ministre des Finances va prendre un circulaire pour arrêter les engagements. Ceux qui sont en charge des lignes savent que dans telle ou telle ligne, il y a encore des provisions. D'accord, on À reviendra. partir de ce moment-là, le problème commence à se poser parce qu'il faut absolument épuiser la ligne avant que les engagements s'arrêtent et chacun peut se lancer dans des micmacs qui plus tard nous donnent les résultats qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, Pierre Damien, conseiller municipal, vous avez consommé quelle ligne? Et à hauteur de combien? Je pense que le maire et ses adjoints sauront mieux répondre à ces questions. Je voudrais revenir de façon pédagogique sur le concept, sur un certain nombre de concepts pour que le Camerounais lambda puisse comprendre de quoi nous parlons ici ce soir. Parce que les débats sont tellement élitistes au Cameroun qu'on a souvent l'impression qu'on se parle à soi-même. Pourtant, il faut parler à la masse du public à qui s'adresse un certain nombre de choses. Je rappelle que chaque année, entre juillet et août, le chef de l'État sort une circulaire d'orientation budgétaire, après quoi le ministre des Finances, en collaboration avec les autres ministres, pond un projet de loi qu'il soumet à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, qui siège en novembre en session budgétaire à l'effet d'étudier et d'adopter éventuellement la loi de finances. La loi de finances est donc définie dans un document, comme l'aîné disait, qui peut aller de 64 à 72 pages, et même plus d'ailleurs, en fonction de son volume, et qui est découpé en livres, titres, chapitres et sections. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les chapitres. Et il y a donc le chapitre premier qui s'intéresse par exemple aux activités de la présidence de la République, chapitre deuxième aux services connexes à la présidence, chapitre troisième à l'Assemblée nationale, le quatrième au Premier ministère, on va jusqu'au 40e au Minsanté et on tombe maintenant au chapitre 65 qui est celui des dépenses communes en investissement et le chapitre 94 qui est celui des investissements communs. De quoi s'agit-il concrètement? Comme l'aîné le disait, l'État considère que, je vais les titiller un peu, ceux qui nous dirigent sont essentiellement des nonagénaires et il peut arriver que l'un d'eux clame au cours d'une année. C'est pas ce qu'on leur souhaite. Mais si cette éventualité advient, il faut prévoir par exemple des évacuations sanitaires. Dans ces conditions-là, il ne faut pas que lorsque le papier a clamsé, on s'en aille commencer à chercher de l'argent à gauche et à droite. Il y a là une ligne qui est prévue pour que l'on puisse gérer les imprévus. Il y a quand même à noter que dans cette ligne, le prélèvement est subordonné à l'autorisation du Premier ministre. En fait, lorsque le budget est fait, le Premier ministre, en début d'année, sort un décret qui fixe les modalités d'éligibilité des dépenses dans ces deux lignes-là, la 65 et la 95. Pour ce qui est la 94, merci. Pour ce qui est par exemple de la loi de finances de l'année 2022, on avait dans la ligne 65 406 millions de francs CFA et dans la ligne 94 185 milliards 732 millions de 1000 francs CFA. Donc ce sont donc de façon ramassée, parce qu'il faudrait que les Camerounais le comprennent, de façon ramassée, deux lignes qui sont prévues pour les dépenses non réparties. Parce que toutes les dépenses sont réparties en début d'année, mais les dépenses qui ne sont pas réparties, il peut y avoir, par exemple, je vais finir, un incendie qui ravage un pavillon de l'hôpital à Kingston, c'est pas ce que je souhaite. C'est une dépense d'investissement, il faut que l'État soit en mesure d'intervenir rapidement. C'est donc dans ces lignes-là que ces ministres, celui de l'économie et celui des finances, peuvent puiser sous réserve de l'accord préalable du Premier ministre. Alors Dimitri, près de 1790 agents de l'État, du ministère des Finances, appelés à justifier les frais de mission. Il fallait vraiment cela? Vous du RDPC, chez vous, il fallait? Merci. Je commence par préciser quelque chose. Les lignes qui ont été évoquées
ne sont pas là pour soulager les papis qui sont malades, non. Depuis 2013, le Cameroun est engagé dans ce qu'on appelle le budget programme. Et avec le budget programme, chaque programme a une ligne de critique. Il a parlé de chapitre tout à l'heure. Chaque programme a un chapitre qui est donc associé. Chaque chapitre a des programmes, des projets, des plans précis. Et pour permettre une flexibilité du budget, on a donc prévu un certain nombre de dépenses qui sont imprévues. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, il peut arriver qu'il y ait une catastrophe naturelle qui détruit une école. Et à ce moment, il faut faire une intervention d'urgence pour reconstruire cette école-là. On a des crises, parfois les réfugiés et tout ça. Il faut faire les dons aux réfugiés. Ça se puise donc dans la ligne 94 lorsqu'il s'agit des dépenses d'investissement. Et cette ligne-là est logée au MINEPAD. Et lorsqu'il s'agit donc des dépenses de fonctionnement au cours de l'année, des fonctionnements imprévus, c'est dans la ligne 65 et celle-là est logée au MINFI. Ces lignes permettent de soutenir des dépenses non prévues. On peut avoir le grand dialogue national. Si on fait un grand dialogue national là maintenant, on va prendre l'argent qui n'avait pas été prévu. On va prendre ça dans la ligne 65. Le président de la République a créé il y a quelques mois l'Office national pour la gestion des stades. La gestion des stades. Alors, s'il faut que l'office, si on installe le PCA et les organes dirigeants là maintenant, et il faut qu'ils commencent à travailler tout de suite, le fonds de démarrage, on le prend où? On le prend dans la ligne 65. D'accord. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas nécessairement des dépenses de souveraineté, non, c'est des dépenses qui sont prévues. C'est parce qu'on n'a plus de caisse noire, justement, qu'on a mis en place les lignes 65 et 94. Maintenant, ces lignes-là, comme toutes les autres lignes du budget, sont tracées. Il existe une traçabilité sur les mouvements qui ont cours dans cette ligne, dans ces différentes lignes. Ce n'est pas une caisse noire. Non, il y a effectivement une trace. D'ailleurs, la loi portant code de transparence et de gouvernance prescrit la traçabilité de l'ensemble des chapitres, de l'ensemble des lignes budgétaires de l'État. Il ne saurait donc en être autrement pour les lignes 94 et 65. D'accord, Dieudonné, on parle de traçabilité, sauf que aujourd'hui on parle de ligne 65-94. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces lignes-là maintenant? Pourquoi maintenant, après autant d'années? Alors pourquoi maintenant? Sûrement, il doit avoir des intérêts politiques. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Si ce n'est pas des intérêts politiques, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que quand vous regardez, j'ai lu un document concernant la Chambre de commerce où le ministre des Finances qui était là-avant, qui a migré ailleurs, a donné des instructions de payer ou de ne pas payer, et puis le ministre qui est arrivé a payé. Quand les gens s'interrogent comme ça, quand on voit des hommes d'affaires qui utilisent ces lignes et que des gens en parlent, si au niveau on reste tranquille, c'est comme si on était complice. Il faudrait donc faire comme si on n'est pas complice. Lancer quand même un audit pour qu'on puisse contrôler. Bon, maintenant, un contrôle pour 12 ans. Est-ce que ces évidences-là pourraient encore être exploitables? Moi, je n'en sais rien. Mais je me dis, si on demande à quelqu'un de venir justifier une mission que quelqu'un a faite en 2012, ce sera difficile vraiment de prouver. Alors, actuellement aussi, on met ça sur la table, en réalité, c'est pour répondre à un problème politique. Ça, c'est ma vision. C'est pas autre chose. D'accord. Alphonse, tout à l'heure, on parle justement des personnes qui, lors des missions, font des excédents, 100 jours de mission normalement par an, mais vous avez des personnes qui excèdent même, des personnes qui récupèrent de l'argent avant même d'aller en mission. Pourquoi ne pas contrôler tout cela au point où on arrive aujourd'hui en train d'interpeller plus de 1700? C'est quand même énorme, sur une période bien précise. C'est parce que les gens sont dans un système pour lequel ils se plaisent, tout simplement. Un agent de l'État, en fonction de la position qu'il occupe, a un nombre de missions par an qu'il ne peut pas excéder. Oui, 100 jours. Oui, j'ai dit en fonction de la position, il y en a qui en ont d'ailleurs moins. J'ai dit en fonction de la position. Il y a un nombre de jours de mission par an qu'on ne peut pas excéder. Au-delà des 100 jours, pour ceux qui ont le plafond,
on vous met soit en détachement, soit on vous met en stage. Vous ne pouvez pas faire... Et non, je ne pouvez pas... Et ces 100 jours, vous ne pouvez pas les faire tout d'un coup. Ça veut dire qu'en continu, ça veut dire que pendant 100 jours, vous n'êtes pas là. Non. Cela doit être espacé et cela doit se justifier. La mission doit avoir un intérêt pour l'administration. Il ne s'agit pas de... Parce que qu'est-ce qui arrive généralement? Et certaines personnes vont être... C'est parce qu'on dit vous devez avoir, pour pouvoir avoir jusqu'à 100 jours, que vous allez effectivement prendre 100 jours de mission. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Si vous avez droit à 100 jours de mission, cela veut dire que si au cours de l'année, il y a un intérêt que vous fassiez des missions, il ne doit pas excéder 100 jours. Ça ne veut pas dire que, bon, comme j'ai 100 jours, bon, comme le budget va bientôt achever, je dois épuiser rapidement ma ligne de mission. Non. Il faudrait bien... C'est pour ça que parfois aussi, cet audit peut s'avérer nécessaire. Il ne s'agit pas pour le fonctionnaire d'épuiser les 100 jours de mission. Il s'agit de faire 100 jours de mission qui ont un intérêt pour le ministère ou bien l'administration dans laquelle vous travaillez. Donc c'est parfois pour cela que certaines personnes se retrouvent à venir justifier. Et il n'est pas difficile pour l'État de justifier les choses qui sont passées il y a plus de 10 ans. Puis il y a toujours la traçabilité. C'est peut-être pour cela que parfois certaines personnes vont incendier des archives parce qu'on a des choses à cacher. Quand on vous paye, et aujourd'hui d'ailleurs, avec l'informatique, il y a parfois 2 ou 3, 4 fichiers de sauvegarde qui font que lorsque vous allez en mission, on peut suivre à la trace ce qui a été fait. Vous étiez où? Puisqu'au bout de la mission, d'abord, il y a un rapport. Et on va vous payer les 40%, puisque c'est 60% d'abord au départ et 40% lorsque vous avez déposé votre rapport. Ça dépend des missions. Ça dépend aussi des missions. Les missions payent plus. Par exemple, vous allez à l'étranger. Il y a des missions où vous allez à l'étranger. Parfois, vous donnez jusqu'à 80%. Ça dépend des missions où est-ce que vous allez. Le problème, c'est que ce n'est pas le fait qu'on vous ait payé. C'est l'opportunité de la mission. Parce que parfois, vous avez votre mission dans votre bureau, vous ne bougez pas. Vous n'avez pas bougé. Vous avez votre mission dans votre bureau. C'est l'opportunité de la mission. Maintenant, il faut que ce que l'État va essayer également de savoir maintenant, c'est est-ce que la mission a été profitable pour l'administration? Et parfois, les missions sont pléthoriques. Il faudrait que les agents aussi aient un souci de conscience professionnelle. Je prends un exemple. Nous avons ici un maire, un conseil municipal. On va faire une mission de contrôle à la mairie de Matom, vous avez dit. Oui, de Matom. À la mairie de Matom. Vous avez 20 agents qui vont faire une mission qui aurait nécessité 3 personnes. Ou 2. Mais vous mettez 20 personnes en mission à Matom pour gréver le budget de l'État. Ça pose problème. Tout le monde veut aller en mission parce qu'il faut que son nom soit là, ainsi de suite. Donc c'est tout ça aussi. C'est aussi cet ordre-là que l'État a intérêt à remettre dans ses propres finances. Mais comment attendre 10 années, 12 années pour créer cette police-là? Parce que c'est quand même des milliards de francs CFA qui s'évaporent dans la nature comme ça aujourd'hui, où on ne sait pas exactement où se trouve l'argent, où est-ce que cela a été investi. Alors, je vais répondre à votre question, mais permettez une petite précision. Oui. Petite précision, parce que je ne sais pas pour polémiquer, mais nous sommes aussi là pour aider les téléspectateurs à comprendre de quoi nous parlons. Je reprécise que les ressources logées dans les lignes 94 et 65 font partie des dépenses non reparties et donc ne peuvent pas avoir été prévues. Ça, c'est très bien une compris. précision à on l'a faire. compris, Ça, tout le monde le sait d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que l'aîné parle d'une opération politique. Moi, je dirais autre chose. Lorsqu'on envoie un agent en mission, on ne lui demande pas, du moins on ne lui dit pas où est-ce qu'on va prendre l'argent pour payer ses frais de mission. D'emblée, si on prend la chose de façon simpliste, on se dit que cet agent n'a donc rien à faire au consupé, parce qu'on ne lui a pas demandé où est-ce qu'on a pris l'argent pour payer sa mission. Mais attention, il y a quelque chose qui va vous intéresser pour que vous compreniez pourquoi le consupé arrive 10 ans après à s'attaquer à 1790 personnes. En fait, au ministère des Finances, les gars ont créé un réseau, de sorte que tu viens avec ton matricule, tu le leur donnes, ils créent en machine une mission fictive,
ils font en sorte que l'argent soit disponible, tu récupères l'argent, tu décaisses, et puis vous partagez cet argent. Le Consup sait pertinemment que ce genre de personnes ne peuvent pas avoir des ordres de mission, des rapports de mission. Et donc, lorsqu'il vient vous dire, donnez-nous les preuves de ce que vous étiez en mission, ils savent très bien que vous n'allez pas pouvoir le faire. Ça, c'est une première chose. L'autre chose qu'il faut évoquer, c'est que lorsque vous êtes envoyé en mission, et vous l'avez déjà évoqué d'ailleurs, vous avez une proportion d'argent dans vos frais de mission qu'on doit vous donner. Lorsque quelqu'un arrive à engranger plus de 100, plus de 200 jours de mission au cours d'une même année, et que l'on constate que les dates de prélèvement de ces fonds sont préalables aux dates de fin de mission, de tous les fonds, sont préalables aux dates de fin de mission, il y a lieu de se poser la question de savoir, mais comment ce mec, lui, il fait pour pouvoir toucher tous ces frais de mission avant même d'aller en mission. Donc je crois qu'il faut qu'on comprenne la logique du commanditaire de cette audit. Mais je crois quand même qu'il y a quelque part aussi la thèse des batailles politiques peut être accréditée. Pourquoi? Il vous souvient quand même qu'il y a quelques mois, le ministre du ciel et de la terre avait demandé que... Il n'y a pas un ministère comme ça qui existe au Cameroun, il faut être précis. Ah d'accord, le SGPR alors avait demandé que ces deux fonds soient gérés directement désormais à partir de la présidence de la République. Lui, il dit qu'il n'y a plus de fonds de souveraineté, ce sont là, qu'il n'y a plus de caisses noires, ce sont là des caisses noires. Lorsqu'on vous dit qu'un ministre est capable, lorsqu'un opérateur économique lui dit « je suis en faillite », le Covid a mis en berne mon activité et donc si tu ne m'aides pas, je vais renvoyer 2000 Camerounais que j'emploie. Ce ministre est en droit de demander au Premier ministre, de dire au Premier ministre, attention, nous avons une grande société qui emploie 200 personnes et qui est au bord du gouffre. Et donc, il faut que nous l'aidions à se relever. Et voici les proportions dans lesquelles on peut se relever. Je veux bien que ce ministre le fasse de bonne foi, mais je vous demande, vous pensez vraiment qu'au Cameroun, un ministre va donner 2 milliards, 5 milliards à un opérateur économique et ne rien attendre en retour? C'est justement ça le problème. On va pas faire des procès d'intention. Oui. Attendez, je voulais préciser. Lorsque vous m'avez invité à cette émission, j'ai d'abord... D'ailleurs, on en a parlé au téléphone, parce que le PCRN n'a pas vocation à alimenter une vie publique faite de buzz. Je me disais que nous étions encore là dans un buzz où un certain député a pondu quelque chose un jour et a dit que Manaouda Malachi a fait ceci, machin, truc. Et nous autres, on saute sur cette occasion comme des chiens à qui on a tendu des os, parfois des os empoisonnés, et puis on se met à parler... Rassurez-vous, ce n'est pas le cas ici. Oui. Nous sommes là pour édifier le peuple. Pour que le peuple comprenne qu'entre 2010 et 2022, on parle de plus de 5 000 milliards de francs CFA. Je vous dis 5 000 milliards de francs CFA. Nous sommes quittés en 2010 à 75 millions de francs CFA. En 2022 à 400 milliards de francs CFA. Et lorsque je vais entrer dans l'analyse de ces chiffres tout à l'heure, vous verrez pourquoi il gonfle autant. D'accord. Alors Dimitri, on a ces deux lignes-là. Par an, c'est 500 milliards de francs CFA pour rester dans les chiffres. En 10 ans, on a 5 000 milliards de francs CFA. C'est quand même énorme pour que l'audit se fasse en 2022. Non, il faut commencer par préciser quelque chose. L'audit, c'est une opération normale. Tout gestionnaire doit pouvoir rendre compte. Sauf que dans l'opinion, oui, justement. L'audit, c'est une opération normale. Tout gestionnaire doit pouvoir rendre compte. C'est l'un des principes de la gestion. C'est-à-dire, vous gérez, vous rendez compte. Maintenant, le Consup qui audite a deux formes d'audit. Il y a les audits, dit-on, normaux, qui sont dans le plan annuel de vérification, c'est-à-dire qu'en fin d'exercice, comme nous sommes là maintenant, le Consup va faire un plan annuel de vérification pour l'année N+1, c'est-à-dire l'année prochaine, ils vont donc se déployer. Ça, c'est les audits normaux. Et il y a de l'autre côté des audits spéciaux. Ces audits spéciaux-là peuvent faire suite à des dénonciations que le président aurait eues. C'est-à-dire que... Puisqu'on précise que ça vient de la présidence de la République. Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien s'approprier le décret de 2013 qui, justement, donne attribution au ministère en charge du contrôle supérieur de l'État.
les dénonciations sont faites au président de la République, soit par les populations, soit par les parlementaires, soit par ceci, soit par cela. Et le président, sur la base des dénonciations qu'il aurait eues, demande donc au Conseil supérieur d'aller vérifier si les faits qui sont avérés sont exacts. Et là, nous sommes en train de faire un procès d'intention. On dit, il y a des gens qui ont... Vous connaissez un seul fonctionnaire qui a fait 500 jours. Vous avez le nom d'un fonctionnaire qui a fait 500 jours d'émission. Si vous voulez, je donne un petit exemple. Mais je ne veux pas citer un nom. Mais s'il veut que je lui dise, s'il veut que je réponde à cette question, je peux. On a des indiscrétions puisque l'audit a commencé déjà, mais on ne peut pas dévoiler ça ici. Ça fait partie des sources des uns et des autres. Alors, nous sommes en train de faire du procès d'intention à des responsables. Mais ça peut être simplement qu'il y a eu des missions qui ont été commanditées. Les missions ont même peut-être été faites en bonne et due forme. Et on demande simplement à quelqu'un de vérifier. On dit, on a vu ton nom ici dans la mission. Est-ce que tu étais vraiment en mission? Oui, ça peut aussi être ça. L'audit n'a pas condamné quelqu'un. L'audit visait justement à voir quelles ont été les différentes défaillances dans la gestion des financements. Là, on ne peut pas dire là maintenant qu'il y a défaillance ou pas. Madame, non, attendez, terminez. Ce serait pas de bonne foi. Juste une seconde, si vous permettez. Vous comprenez pourquoi j'insistais sur le fait de ne pas prévoir certaines dépenses. Les lignes 65 et 94 ne sont pas faites pour les missions. Le ministère des Finances a un budget pour les missions de ses agents. Le ministère de la planification, de l'aménagement du territoire et de l'économie a un budget pour les missions de son personnel. Lorsqu'on en vient à prélever autant d'argent sur une ligne spéciale qui est supposée supporter des dépenses qui n'ont pas été prévues, déjà, dans l'objet, je lis l'objet de la correspondance de madame. Alors, elle dit, excusez-moi, production des justificatifs des missions engagées dans le chapitre 65. Tout à fait. Et dans cette lettre, on nous dit que le ministre des Finances, entre les ministres des Finances successifs, entre 2010 et 2021, ont engagé dans cette ligne-là 1790 personnels. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'ils avaient comme budget pour envoyer du personnel, leur personnel, ils ont envoyé 1790, ils ont picoré là-bas encore. Et monsieur vient nous dire qu'il n'y a pas, il y a déjà à partir de l'objet de cette lettre, il y a déjà une forte odeur de détournement. L'audit est encore en cours. Non, attendez, je ne vais pas laisser ça passer. Attendez, je vais revenir vers vous. Laissez-moi poser la question à Dieudonné. Finalement, au regard de ces analyses-ci sur le terrain, dans l'opinion publique, dans la presse, on aimerait bien savoir le contenu, les objectifs, les bénéficiaires. Parce que avec tout ce qu'on suit sur ce plateau, on est un peu embrouillé. On aimerait bien savoir le contenu, les objectifs et les bénéficiaires de ces lignes-là pour permettre qu'on avance dans le débat. Bien. Alors, quand vous suivez exactement l'explication du représentant du PCRN qui essaie de clarifier le contenu de ces lignes, parce que ces lignes ne sont pas faites pour envoyer des gens en mission. Il l'a bien dit. Pourquoi on nous dit seulement les missions? Pourquoi on ne nous dit pas ce que ça doit vraiment faire? Parce que là-bas, on pense que ça a été fait dans les règles de l'art. Mais parce qu'il y a eu trop de missions dans cette affaire. Excéder le temps. C'est-à-dire, on a trouvé ça comme un éléphant obèse où il faut dépiécer à volonté, puis il n'y a pas de contrôle. Donc, en réalité, je me souviens une fois, j'étais avec des jeunes étudiants en France. Il y a un jeune qui me dit, on est venu recruter des jeunes, et ça avait une société camerounaise, et on m'a proposé 500 000, j'ai trouvé que c'était petit. Et puis le recruteur me dit, mais tu auras 2 milliards à gérer. Il dit, mais 2 milliards c'est pour les projets, c'est pas mon salaire. Il dit que, mais tu as 500 000 de salaire et 2 milliards à gérer. Ça veut dire qu'au niveau des gestionnaires, c'est rentré dans la mentalité de gestion que quand tu travailles, ton salaire est ton salaire, mais c'est l'argent que tu gères, l'argent public que tu gères, c'est aussi ton salaire. Ça peut te servir. C'est pour cette raison que quand on a ce genre de ligne ouverte comme ça,
tout le monde cherche à en profiter. Alors, le contenu de cette ligne, en réalité, il y a une partie pour le fonctionnement, il y a l'autre pour investir, comme on a cité, par exemple, le cas, si un hôpital on avait une catastrophe dans un hôpital, on n'allait pas prendre l'argent ailleurs, on regarde là. On a des hommes d'affaires qui ont des soucis. Donc, l'argent de cette ligne-là servent à soutenir le Cameroun. Quelqu'un m'avait expliqué un jour qu'il était parti voir un haut responsable, mais derrière son bureau, il y avait un coffre-fort, puisqu'il devait aller faire un travail. Il a seulement ouvert derrière, il a plongé la main, il l'a donné. Ça veut dire que c'est un agent qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est, comme on a dit, c'est l'agent de la souveraineté. C'est normal que ça soit géré comme ça, mais on le gère mal. Parce qu'on a su qu'il n'y a pas de contrôleur. Et il fallait donc faire des audits spéciaux. Moi, j'ai dit tous les ans, pas seulement des audits classiques, mais il faut faire les audits tout le temps pour qu'au moins que des gens aient peur. Alors, pour finir, un ministre des Finances, pas celui qui est là, un jour, il travaille avec le trésorier payeur général, et chaque fois quand il demandait qu'on paye un argent, on payait et on prélevait un certain montant. Et le trésorier, il s'attendait aussi que le ministre lui donne un peu. Il ne lui donnait pas. Un jour, donc, c'était une grosse somme. Et c'était 200 millions qu'il a prélevé pour donner au ministre des Finances de cette époque-là. Alors, le ministre attend cet argent. L'argent ne vient pas. Il appelle. Le trésorier lui dit que, mais j'ai quel problème avec toi? Il envoie son chauffeur. Et le ministre décide donc de le relever de ses fonctions. Et le trésorier payeur, connaissant le circuit, il est parti là où il faut aller, là où on signe. Il a mouillé toute la chaîne. Alors, le ministre arrive donc à la primature pour suivre le dossier de relèvement de ses fonctions. Dans chaque bureau où il entre, on disait qu'on n'a pas encore vu le dossier. Mais il ne pouvait pas aller demander au PM que est-ce que le document est arrivé chez moi. Parce que le PM n'était pas au courant. Mais comme il avait mouillé et toute la ligne, on a déchiré le document et c'est comme ça que ça fonctionne partout. Donc, quand on me demandait le contenu, c'est le contenu de la mangeoire qu'on a institué pour tous ceux qui sont des gestionnaires et c'est comme ça que ça fonctionne partout. Et ils se connaissent tous. D'accord. Alphonse, ce sont des lignes qui sont véritablement importantes pour notre pays. Ça se passe un peu partout dans le monde avec des réalisations attendues. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Consupé n'ouvrirait pas la voie à regarder est-ce que les investissements ou cet argent ou le montant peut-être qu'on ne retrouve pas serait allé, est-ce qu'il n'est pas temps véritablement de faire une ouverture générale parce qu'il y a des personnes qu'on a accusées, c'est vrai qu'on n'est pas au tribunal ici, il n'y a pas encore un verdict final, mais il y a des constats qui ont été faits soit par des opérateurs économiques, soit par des agents de l'État, avoir utilisé ou puisé dans ces différentes lignes-là. Pourquoi on n'ouvre pas finalement pour comprendre comment est-ce que l'utilisation de ces fonds se passe en réalité? Je crois que je l'ai dit à l'entame de mon propos tout au début de cette émission. Il faut savoir que ces lignes, elles peuvent servir. On peut également payer des missions dans ces lignes-là. Le problème ne se pose pas en termes de payer des missions. Le problème se pose en termes de consommation de crédit. C'est ça le véritable problème pour ces lignes. Ce n'est pas le fait de payer des missions, mais il se pose en termes de consommation de crédit. Mais comment on veut donc consommer plus que l'intérêt même des lignes, on en vient donc à abuser pour avoir plus de missions qu'il n'en faut. Parce que si un fonctionnaire va en mission, il faut qu'il soit payé. Il peut arriver que l'État ait prévu, quel que ce soit le ministère des Finances ou le MINEPAD, ait prévu une provision budgétaire pour des missions, mais cette provision peut être épuisée parce que cela arrive dans beaucoup d'administrations. Il faut donc trouver de l'argent quelque part pour payer les autres missions, qui peuvent être de vraies missions. Sauf que lorsqu'on a des vraies missions, il s'y greffe aussi un abus. C'est cet abus-là donc qui peut justifier qu'on en vienne avoir 1700 fonctionnaires qui doivent être auditionnés. Donc on peut avoir des vraies missions, même dans ces lignes-là. C'est ça, la ligne 94. On peut avoir de vrais investissements. Tout à fait.
Il peut avoir des fonds d'investissement. Sauf que la réalité aujourd'hui est tout autre. On vous parle des projets, on vous présente tellement de projets, mais sur le terrain, ça ne bouge vraiment pas. Ce n'est pas pour financer des projets. C'est pour soutenir, on l'a dit tout à l'heure, un opérateur est en difficulté. Monsieur le conseiller, on va voir l'opérateur aller faire des meetings, aller organiser des événements. Il peut faire des meetings parce qu'il appartient à l'information politique. Mais la réalité économique est là. Si l'entreprise ferme, il y a des Camerounais qui sont dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sauf que, est-ce qu'on l'a aidé au prorata de ce qu'il a besoin? S'il a besoin de 200 millions et qu'on lui donne peut-être 1 milliard, il y a déjà un problème. Lui veut seulement 200 millions. Mais dans des migmacs, on s'arrange à lui donner, par exemple, 1 milliard. Là, il y a un problème. Si quelqu'un a, par exemple, pour les missions, si quelqu'un a droit à 3 jours de mission, et on se dit ce travail peut être fait en 3 jours de mission, mais il a 10, 15 jours de mission, là, il y a un problème. Même si c'est payé par... parce que s'il a 3 jours de mission, c'est peut-être payé par la ligne normale mission de son département ministériel. Mais comme il en a donné 7, les 3 jours de mission, là, on prend l'argent où? On va l'envoyer à la ligne 65 pour essayer de grappiller. Parce qu'effectivement, il faut qu'on lui paye sa mission. Il peut m'avoir effectué une vraie mission. Mais sauf que cela également était mal budgété. Donc c'est tout cela qui fait que, et comme je l'ai dit, on a un problème de consommation de crédit. Parce qu'il faut aussi justifier devant certaines institutions notre capacité à consommer les crédits. Et donc, quand l'exercice arrive à sa fin, il faut rapidement grappiller au maximum. Alors Dimitri, est-ce que, puisqu'on parle de grappiller, est-ce que le CONSUPE est compétent pour contrôler les agents publics? Parce qu'il y a le débat autour de la compétence du CONSUPE en ce moment précis pour ce qui est des lignes 65, 94. Bon, je suis d'abord surpris qu'on dise que la ligne 94, c'est la ligne 65. On ne va pas refaire le débat. Non, on va pas refaire le débat. On a compris. Je voudrais apporter une précision. Il ne s'agit pas d'une caisse noire. La preuve, c'est qu'on est en train d'auditer là-dessus. Ça veut dire que les dépenses là-dedans sont traçables. Et la ligne 65 est une dépense de fonctionnement. Les frais d'émission sont effectivement des dépenses de fonctionnement. Maintenant, il se trouve que les dépenses de fonctionnement qui sont dans la ligne 65, qui sont donc extraordinaires, sont en train d'être audités. Mais le CONSUPE n'est pas la personne qui juge l'opportunité de la dépense. Non, celui qui juge l'opportunité de la dépense en matière c'est effectivement le MINFI. Maintenant, le CONSUPE, dans son rôle d'audit, va vérifier si ça répond aux normes. Est-ce qu'il y a la régularité administrative? Est-ce que ça a respecté l'ensemble des procédures? Est-ce que c'est ça le rôle de l'audit? Et l'enjeu justement de cet audit-là, ce sera donc de nous donner la bonne information. Est-ce que ça a été géré normalement? On n'est pas en train de faire le procès d'interdiction. On est en train de vous dire que l'audit, c'est une opération absolument normale. Ça, c'est bien compris. Maintenant, sur ma question, est-ce que le CONSUPE, au regard de ce qui se dit, est véritablement compétent dans ce cas, puisqu'on a des décrets de 2013/287 du 14 septembre 2013 portant organisation des services du CONSUPE. Est-ce que véritablement, vous pouvez nous dire que le CONSUPE aujourd'hui est dans sa mission principale? Le CONSUPE est effectivement dans sa mission. Le CONSUPE est là pour auditer les ordonnateurs. Ce n'est pas parce que c'est un coup de fil qui nous vient de la présidente de la République. Le CONSUPE est là pour auditer les ordonnateurs de dépenses. Maintenant, les ordonnateurs peuvent produire des éléments sur la base desquels le CONSUPE a besoin de compléments d'information et peut solliciter tous ceux qui ont touché l'argent de l'État. C'est normal. D'accord. Maintenant, au terme de l'audit, le CONSUPE, au regard des recommandations, au regard de ceci, peut décider de convoquer un conseil de discipline budgétaire et financière pour aller faire donc de prendre des mesures contre les ordonnateurs, c'est-à-dire contre les gestionnaires, ou alors, transmettre par la suite l'affaire au TCS. Je vois Alphonse secouer la tête. Non, je suis d'accord avec... d'accord. Non, je voulais ajouter quelque chose. Première chose qu'il faut savoir, dans l'organisation du gouvernement, parce que vous avez parlé de la présidence, le CONSUPE, comme on dit vulgairement, un ministre délégué à la présidence. Et ce n'est pas anodin. Donc ne soyez pas surpris qu'on dit ça ne vient pas de la présidence. Ce n'est pas anodin. Le CONSUPE est délégué à la présidence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que lorsqu'on commence à parler d'un audit, il y a de fortes chances qu'on arrive à des instances judiciaires.
Tout à fait, puisqu'il y a des recours. Voilà. Alors, Dieudonné, est-ce que il n'est pas question ici de livrer les coupables et les complices à la vindicte populaire en présentant cet audit de cette façon? Je ne pense pas que ce sera ça l'objectif. Cet audit, en réalité, si on a envie de travailler normalement, la Cour des comptes, le CONSUPE devrait avoir des plans d'action annuels pour vérifier toute la gestion du pays. On a des tristes souvenirs des autres audits qui n'ont rien donné jusqu'à présent, où on n'a pas eu d'interpellation, on n'a pas eu de suite du dossier. Peut-être c'est pour cela que les uns et les autres avancent que c'est juste de jeter des gens en pâture comme ça, faire de la diversion et après passer à autre chose. Oui, effectivement, comme je l'ai dit à l'entame, on a déjà vu des audits ici, mais la finalité c'est quoi? En réalité, c'est peut-être pour créer ce buzz-là et occuper des Camerounais. Et après, on met pas dans le tiroir, mais on classe quelque part. Parce que pour ceux qui ont fait de la politique, il y a des moments où les dossiers sales sont conservés. Et quand vous voulez faire une agitation, on vous interpelle. On sort votre dossier sale, on vous présente ça, et vous reconnaissez le dossier sale, et on vous demande donc maintenant, vous faites comment? Ne parlez plus. Voilà, et les gens restent tranquilles, et ça c'est fait régulièrement. Donc quand on mène un audit comme celui-là, ne pensez pas que c'est vraiment anodin comme ça. On va, et pour ceux qui ont des ambitions et qui sont noyés, ils sont tout de suite coincés. Alors, il y a un élément qui m'a échappé tout à l'heure, je voudrais quand même revenir là-dessus. Et j'avais lu une correspondance d'une église au Cameroun qui avait sollicité de l'argent auprès de l'État du Cameroun parce qu'ils avaient des dettes dans une banque. Oui. Et au niveau de la présidence, on a écrit au ministère des Finances de régulariser cette dette-là, d'aider cette église avec l'argent. Je suis sûr que c'est sorti dans cette ligne-là. Sauf que si on prend une dette à la banque et qu'on aimerait avoir un soutien, il serait mieux ou conseillé de faire un virement dans le même compte qui va retirer la dette. Mais dans cette correspondance, il était dit que cet argent devait être viré dans le compte personnel. Et alors là, on s'interroge donc, est-ce que c'est cette gestion-là qui fait que ces comptes... Parce que quand on parle de caisse noire, en réalité... C'est une image. C'est caisse noire, entre guillemets. C'est pas que c'est la caisse noire comme on l'a partout. De façon triviale, oui. On ne peut pas citer des organisations qui ont des caisses noires, mais nous connaissons. Mais en réalité, c'est pour gérer ce genre de situation. Alors, les 400 millions qu'on avait donnés là, à virer à un compte personnel, au lieu d'aller payer la dette, qui serait sorti de la ligne 65, cette façon de faire-là, est-ce que ce n'est pas pour tenir des gens? D'accord. On s'interroge. Vous faites bien de parler de tenir des gens, justement parce que dans l'opinion publique et dans la presse, on a dit justement que ces lignes 65-94 ont servi pour construire des immeubles, pour gérer et financer X ou Y activités, au point où finalement aujourd'hui on est à se demander audit politique ou véritablement audit de gestion. Alors, je voulais rassurer mon confrère du RDPC. Le PCRN ne forme pas des procureurs. Donc, je ne suis pas venu sur ce plateau pour distribuer les bons ou les mauvais points. Je fais une analyse froide pour que les Camerounais, qui sont certainement plus intelligents que moi, puissent eux-mêmes se faire leur idée. C'est compris. Allez-y. Audit politique, j'argumente. Une amie qui est au Minépat m'écrit la semaine dernière pour me dire je suis appelé à répondre au CONSUPE, je n'ai jamais volé. Je dis si tu n'as jamais volé, vas-y. Alors il y va et aujourd'hui, elle y va, une amie, et aujourd'hui, elle me dit il y a une affaire scabreuse là-bas. Nous avons été formés en 2015 dans le cadre de CIGIPES 2 et au sortir de la formation, on nous a donné des enveloppes. Nous n'avons pas pu refuser, nous avons pris ces enveloppes. Je l'ai coupé, je lui ai demandé, dis-moi, ce que vous avez déchargé, le montant que vous avez déchargé, était le même montant dans l'enveloppe? Il n'a pas voulu me répondre. Il dit, ok. Et la suite, donc, au CONSUPE, elle me fait savoir qu'ils ont dit qu'on ne paye pas les gens qu'on a formés, et donc on doit rembourser cet argent. Vous imaginez ce genre d'incongruité dans une opération d'audit,
que des gens en viennent à dire aux agents publics, je ne prends pas ça pour argent comptant, mais c'est un exemple que je prends, pour que les gens comprennent qu'il y a un soubassement politique là, dans cette affaire-là. Je veux dire, pour ce qui est de notre position, que ce genre d'opération, même comme il ne veut pas qu'on appelle ça une caisse noire, la seule personne, je veux dire que la personne qui est élue au suffrage universel, en dehors des conseils municipaux et du député, c'est le président de la République. C'est le président de la République qui doit avoir la main libre pour faire ce genre de manipulation, avec la possibilité qu'il soit contrôlé. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi quelque chose à remarquer dans cette affaire. C'est que vous avez une ligne 65 qui est faite pour les dépenses et une 94, les dépenses de fonctionnement, et une 94 pour les dépenses d'investissement. La différence est criarde entre ces deux lignes. Vous avez, je le répète pour l'exercice 2022, vous avez 406 millions de francs CFA pour les dépenses d'investissement non prévues. Les dépenses de fonctionnement non prévues. Et pour la même année, vous n'avez que 95 842 millions pour les dépenses d'investissement non prévues. Alors, il y a un souci. Mais je voulais apporter une dernière précision. Lorsque vous étudiez l'évolution de ces frais entre 2010 et 2022, vous constatez quelque chose. Nous passons de 2010 à 2011 à une évolution de 133%. Nous passons de 2017 à 2018 à une évolution de 172%. Ces deux dates-là ne vous rappellent rien? Justement. Ce sont des années électorales. Et donc on constate que... Vous voulez signer quoi? Non. Je n'insinue rien, les Camerounais sont plus intelligents que moi, ils sauront de quoi je parle. On constate que la ligne 65 prend de l'embonpoint chaque fois qu'il y a élection au Cameroun. C'est-à-dire que vous imaginez une augmentation de 172% entre l'année N et l'année N+1, alors que nous sommes en année électorale. Et puis, le frère du RDPC viendra nous dire ce sont des dépenses traçables. Non, ce n'est pas traçable. Si ça l'était, je précise pour finir que le CONSUP ne juge pas de l'opportunité de la dépense. Il juge de la régularité de la dépense. Ça veut donc dire que le ministre peut juger opportun de donner l'argent à son camarade du RDPC qui, sous le couvert de la faillite de son entreprise, pour autant que celui-ci lui garantit des voix dans son, dans son fief. Pierre Damien, c'est compris. Alors, Alphonse, audit politique ou audit de gestion? Non, je pense que... Je ne sais pas ce que vous entendez par un audit politique. Parce qu'on ne peut pas... Vous avez suivi les explications tout à l'heure. Non, je comprends très bien les explications des acteurs politiques qui sont sur le plateau. Non, parce que pour moi, vous, en tant qu'expert, parce que pour moi, pourquoi je le dis, il y a 1700 personnes qui vont être interpellées. 1790, près de 1800 personnes. Parmi ces agents, vous aurez fonctionnement même des fonctionnaires de catégorie D. Je ne vois pas comment on va les tenir. Et fonctionnaires de catégorie D, je ne vois pas comment on va les tenir. Parfois, c'est des gens qui sont pris dans leur propre micmac et qui finissent par s'enfoncer parce que on leur fait miroiter quelque chose. Parce que parfois, qu'est-ce qui arrive? Je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire que on vous donne, si vous avez une mission fictive, et puis entre-temps, celui qui donne la mission, il prend quelque chose, il vous donne quelque chose, et puis aujourd'hui, c'est vous qui payez. Par contre, on peut s'interroger sur l'opportunité de financer tel ou tel homme d'affaires sur la ligne 94. Là, par contre, on peut s'interroger. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? On finance, par exemple, un homme d'affaires, et entre-temps, le même homme d'affaires a une licence pour avoir des passe-droits, notamment sur les importations, soit de poissons, soit de riz, soit je ne sais quoi, ainsi de suite. On se demande finalement à quoi ça sert de financer. Est-ce qu'on vous finance pour ensuite vous donner un passe-droit sur les importations? Voilà un peu voilà véritablement le problème. Et maintenant, je vais un peu le militaire du PCRN. Il est normal
Et ça aussi, il faudrait que les acteurs politiques le comprennent. Il est normal qu'en année électorale, certaines dépenses budgétaires soient majorées pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas foncièrement parce que cela permet... Parce que de toute façon, ils ont tout le temps. Les leaders politiques ont tout le temps, tout le long de 7 ans de mandat ou de 5 ans en fonction de savoir ce qu'ils font avec. Donc, ces audits-là peuvent se mélanger parce que quand on parle d'un audit politique, c'est un peu comme si on va chercher quand on veut arrêter des personnes, il y en a celles qu'on sait qu'on veut arrêter, ainsi de suite. Justement, Dimitri, parce que depuis que cette affaire est sortie, il y a des noms qui ont commencé à circuler. On se rend compte que ce sont les noms des hommes politiques. C'est pour ça que je vais vous poser également la question, si on est dans l'audit politique ou dans l'audit véritablement de gestion. Parce qu'on a l'impression que c'est un calendrier bien établi où on va chercher quelques personnes, quelques personnalités pour balancer à la vindicte populaire. Bon, il faut peut-être commencer par préciser que le CONSULP, c'est le bras séculier du chef de l'État, et donc les rapports du CONSULP sont destinés au chef de l'État. Ce n'est pas déjà destiné aux Camerounais. C'est-à-dire que le président de la République a besoin d'avoir une information. Pour parler de manière prosaïque, on peut être ici à Canal 2. Vous dites par exemple qu'après chaque émission, vous offrez un croissant à tous les panélistes ou bien une bouteille d'eau. Bon, on finit, et puis après, le PDG nous appelle, il nous dit, ouais, vous étiez à l'émission l'autre jour, est-ce que vous avez reçu la bouteille d'eau? Ce n'est pas parce qu'on a volé une bouteille d'eau ou bien, mais c'est parce qu'il veut voir clair dans les rapports qui lui ont été adressés. Donc ça, c'est le principe, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'on a dit au président que les gens sont allés en mission pour telle ou telle raison. On appelle les gens, on dit que vous êtes allés en mission, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, allez de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Allez de l'autre côté. Donc il faut qu'on comprenne bien que l'audit, c'est d'abord parce que le président de la République veut voir clair. Une fois qu'on l'a dit, il faudrait qu'on fasse la différence. Le camarade a dit tout à l'heure que pourquoi le fonctionnement est plus élevé que l'investissement. Mais c'est normal. Si vous avez déjà eu à gérer même une entreprise, le budget de fonctionnement... Un conseil municipal. Voilà, le budget de fonctionnement est toujours plus élevé que l'investissement. Sauf qu'il y a un principe. Dis toujours. 61-39. Il est... Maximum 61-39. C'est vrai. C'est un principe. Mais ça, c'est... Alors, on reste là dans la théorie, mais maintenant dans la pratique. Non, c'est obligatoire. Oui, mais dans la si pratique, je fais des engagements en investissement, en fonctionnement supérieur à 61%, dans la pratique, moi, conseiller municipal ou maire de Matom, on va bien entendu s'en prendre à moi. Ça, ce sera irrégulier. Mais maintenant, dans la pratique, est-ce que cela est toujours applicable? Je vous dis que c'est une obligation. C'est une obligation. L'obligation aussi, c'est l'équilibre budgétaire. Mais est-ce que l'équilibre budgétaire est toujours atteint? Dites-nous, est-ce que l'équilibre budgétaire est toujours atteint? L'équilibre budgétaire n'est pas toujours atteint, mais on ne parle pas de la même chose. L'État a compris que les gens engageaient plus de 80-85% des fonds qu'ils recevaient dans le fonctionnement. Et donc, il a mis une limite. Si on n'est pas... On a compris. Nous sommes à 60-40, on peut pas déjà la dernière ligne droite de cette émission. Pour terminer à votre argumentaire. Donc, l'audit, je l'ai dit tout à l'heure, va permettre aux uns et aux autres d'être clairement fixés, d'avoir la bonne information. S'il y a opportunité de sanctions, le Conseil de discipline budgétaire et financière va se tenir. Et si les fautes sont graves, alors il y aura certainement opportunité de transmission au tribunal. Merci. On est 4 invités, chacun 1 minute, parce qu'il nous reste 4 minutes, telles que pointées par Colin Souanchon de l'autre côté. Alors, Dieudonné, CONSUP, des audits pour quel bilan, finalement? Alors, les audits pour quel bilan? Nous pensons que, comme quelqu'un l'a dit, ils doivent faire des audits politiques et rendre compte aux chefs politiques. On n'a qu'un seul chef politique dans ce pays et nous constatons que c'est le travail qui est en train d'être fait. D'accord. Alors, Pierre Damien, votre souhait au PCRN, c'est que véritablement des personnes censées reconnues coupables puissent répondre les actes? Dans tous les cas, l'audit a été fait commandité par une personne et les conclusions lui seront rendues. Il est donc libre de décider de les poursuivre ou pas. Mais votre souhait au PCRN, c'est quoi? Nous souhaitons bien entendu que si les responsabilités sont établies, que ces gens soient punis avec la dernière énergie pour qu'ils n'envisagent même plus l'éventualité d'une telle chose au Cameroun. Alors, Alphonse, pour ceux qui pensent au grand soir, comme le député Wafo? Non, mais je pense je crois que s'il y a un audit qui est fait et que des gens... il y a eu...
Parce qu'il ne faut pas toujours voir la case prison. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on dit conçu PTCS, les gens voient directement la case prison. Si un audit qui est fait et que des gens sont en redressement, généralement, on vous demande de payer ou alors on coupe sur votre salaire le montant qui est prélevé et puis vous continuez à servir l'administration. Donc, c'est peut-être ce qui risque d'arriver à beaucoup parmi ces 1700 personnes. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Vous avez volé, on ne peut pas vous demander de rembourser. Aujourd'hui, il faut faire les choses telles que prescrites. Il ne faut pas dire que sur le terrain, qu'il y a une différence entre la théorie, il faut respecter les principes. Il faut respecter les principes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le contrôle de la gestion gouvernementale pour voir les limites à ne pas franchir. Et c'est par rapport à cela que généralement, chaque année, il y a des ajustements qui sont opérés. Maintenant, les audits, on l'a dit tout à l'heure, sont les contrôles de gestion. Ce sont des contrôles de gestion. Les Camerounais ont voté, en tout cas les parlementaires ont voté en 2018 la loi qui porte transparence et bonne gouvernance dans les entreprises publiques, la loi qui porte régime financier de l'État. Il faut donc que, et chaque année, le MINFI va signer la circulaire qui porte exécution, n'est-ce pas, du budget de l'État. Il faudrait donc que ces principes-là soient véritablement respectés. C'est pour ça que le CONSUP essaie d'auditer. Maintenant, par rapport, les audits débouchent toujours sur les recommandations. Et donc, avec les recommandations, on pourra donc continuer. Il est souhaitable que désormais les gestionnaires soient formés comme ça, soient outillés comme ça, soient outillés comme ça. Ce n'est pas nécessairement pour les mettre en prison. On voit d'ailleurs le ministre de la fonction publique qui est sur le terrain pour travailler avec ces agents de l'État là. Messieurs, merci d'être venus. Alphonse Bernard Mougou-Balga, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Douala. Merci de votre disponibilité. Merci. Pierre Damien, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous avez véritablement marqué le cœur des esprits des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, conseiller municipal à la commune de Matom PCRN. On salue d'ailleurs Cabral Libi qui regarde ce programme. Dimitri Mbala, doctorant en gestion des chaînes logistiques du RDPC. Merci de votre disponibilité. Et notre Mbombokanou, Dieudonné Yebga, homme politique. Merci. On suivra vos activités sur les consommateurs d'eau électrique et autres. Ça a été un plaisir d'être des vôtres. Demain, c'est Yaoundé qui prend le contrôle avec Janice Kamga. Tout à l'heure, c'est le 19h50, une présentation d'Alain Silankanga. Je vous retrouve jeudi avec une autre thématique et d'autres invités. Emmanuel Vivieka, merci d'être à la caméra. Colin Swanchon, salut et à jeudi.